Ah, Noël, cette période où fleurissent les jouets dans les magasins, les lettres dans les rues, les sapins dans les maisons et les crèches dans les mairies du Rassemblement national. La gauche, la gauche, la gauche, De gauche. de gauche, la gauche, la gauche, la gauche, La gauche. La gauche. la gauche, La gauche. la gauche. Bienvenue dans le 12e épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Pour ce dernier épisode de la saison 2020, je vais revenir sur l'un des fondements de la République, dont je parlais dans ma vidéo sur l'universalisme et l'intersectionnalité, la laïcité. C'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, et on nous le resserre un peu à toutes les sauces. Comme l'universalisme, la laïcité est en effet détournée par les racistes pour en faire un glaive contre les musulmans. Ce qui est une vision tout à fait fausse de la laïcité et du grand texte qui en a fait une valeur fondamentale depuis 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Pour bien se remettre dans le contexte de l'époque, vous pouvez revoir rapidement mes vidéos sur la Révolution française et sur la naissance de la République en France. Depuis 1792, l'Église catholique et le mouvement républicain, autrement dit la gauche, se livrent un violent combat. Au sens propre, si on peut dire, durant la Révolution, puisqu'on y assiste à de grandes campagnes de déchristianisation, puis à une guerre civile, notamment en Vendée. Au sens figuré ensuite, lorsque l'Église prend sa revanche avec le Concordat mis en place par Napoléon, ou encore mieux sous la Restauration. Les liens entre l'Église et l'État font donc le culbuto pendant tout le XIXe siècle, très fort lorsque la droite est au pouvoir, avec les deux empires et les deux monarchies, beaucoup moins lors des républiques. Donc, quand on arrive à la fin du XIXe siècle, que les républicains remportent enfin les élections et que Jules Grévy devient président de la République, c'est pas spécialement le grand amour entre l'Église catholique et la gauche républicaine. D'autant que le pape qui vient de mourir, Pie IX, était particulièrement conservateur à tendance antisémite, ce qui ne facilite pas les choses. Heureusement, son successeur, Léon XIII, est un peu plus sympa, et il sera notamment ouvertement dreyfusard. Mais le bas clergé et la presse catholique, au premier rang de laquelle le journal La Croix, sont très largement anti-dreyfusards. Donc la guerre continue. L'anticléricalisme progresse à la tête de l'État, tout d'abord sous la présidence de Waldeck-Rousseau, celui qui va notamment mettre en place la loi de 1901 sur les associations, loi dont les associations religieuses, qu'on appelle les congrégations, sont exclues. Puis sous la présidence d'Émile Combes, qui va faire de la lutte contre l'Église l'axe central, quasiment l'axe unique de sa politique. À ce moment-là, le gouvernement se retrouve face à un dilemme. D'un côté, le concordat entre l'État et l'Église garantit une forme de contrôle de l'État sur l'Église, ce qui est plutôt confortable quand on veut lutter contre l'influence du clergé. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que c'est un peu compliqué de continuer à nommer les évêques et à rémunérer le clergé quand on dit que ce sont les ennemis de la République. Ce dilemme, il est tranché le 9 décembre 1905 avec la promulgation de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Aux valeurs françaises vient s'ajouter la laïcité. La laïcité, c'est un terme qui est donc beaucoup utilisé, malheureusement pas forcément à bon escient. D'abord, il faut savoir que c'est une spécificité française qui n'a pas forcément de traduction dans les autres langues. Par exemple, en anglais, le terme secularism, secularism, qui en est la meilleure traduction, oublie la moitié de sa définition. Le terme de laïcité intègre en effet deux notions, que l'on retrouve à l'article 1 et à l'article 2 de la loi de 1905. C'est bien fait quand même. L'article 2, c'est celui qui correspond à cette notion de secularism, justement, et que tout le monde a en tête. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. On est clairement dans la séparation, les religions font dorénavant partie de la sphère privée. Mais la laïcité est donc définie également par l'article 1 de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, et c'est un point qu'on oublie souvent quand on parle de la laïcité. L'État est bien sûr neutre face aux différentes religions, néanmoins, l'État doit garantir le libre exercice des cultes. Et le terme « garantir », c'est un terme important. D'ailleurs, en ce moment, il y a un débat sur le sujet avec la proposition de référendum pour inclure à la Constitution la phrase « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Je ferme la parenthèse. On voit donc que la laïcité n'est pas un glaive destiné à attaquer les croyants, quelle que soit leur religion. Il y a eu des débats, notamment sous la présidence d'Émile Combes, pour savoir si la loi devait aller dans ce sens-là ou pas, mais grâce à l'influence d'Aristide Briand et de Jean Jaurès notamment, de grandes figures historiques de la gauche française, la France choisit de devenir un pays non seulement de neutralité, mais également de liberté religieuse. Voilà donc ce que signifie laïcité. Neutralité de l'État face au culte,
garantit la liberté de conscience et de l'exercice des cultes. Finalement, c'est pas un concept si compliqué que ça. Pourtant, vous voyez à quel point il peut être bafoué par les uns ou par les autres. Par exemple, lorsqu'on installe une crèche de Noël représentant la naissance de Jésus-Christ dans les mairies, on contrevient clairement au principe de neutralité de l'État. A l'inverse, quand on attaque des personnes qui portent des signes religieux dans l'espace public, par exemple un voile ou une kippa, on contrevient au principe de liberté d'exercice du culte. Une fois qu'on connaît cette définition de la laïcité, une définition qui, je trouve, est très belle et dont la France peut être fière, on peut passer aux questions un peu plus avancées. Et croyez-moi, il y en a un certain nombre. Que doit-on faire par exemple lorsque des cultes ont des pratiques qui mettent à mal la liberté individuelle, par exemple avec la burqa? Comme la laïcité dans la loi de 1905 garantit la liberté de culte sauf restrictions liées à l'ordre public, l'atteinte à une liberté individuelle est opposable à la liberté de culte. Néanmoins, où place-t-on la limite? Notamment parce que c'était en discussion dans la loi contre le séparatisme, que penser du voile chez les petites filles? Autre question, doit-on faire des exceptions pour les écoles publiques? C'est ce que dit la loi de 2004, interdisant les signes religieux ostentatoires dans les écoles, et qui donne donc plus de poids à l'aspect neutralité de la laïcité qu'à son aspect liberté. Autre question encore, doit-on accepter que certaines écoles soient confessionnelles? Dans ce cas, on intègre l'éducation dans la partie liberté de la laïcité et on l'exclut des fonctions de l'État qui, elles, doivent faire preuve de neutralité. Et en dernière question bonus très actuelle, comment lutte-t-on contre la radicalisation et le séparatisme tout en garantissant le respect de la laïcité dans ses deux volets, neutralité et liberté? Voilà de quoi enflammer le débat politique français, y compris au sein même de la gauche. Ainsi, quand une partie de la gauche reproche à ses petits camarades d'être ambiguë sur la laïcité, voire sur la République, c'est bien souvent qu'elle oublie elle-même que la laïcité, ce n'est pas juste le secularism anglo-saxon, c'est aussi et avant tout une garantie de liberté. Et la liberté, c'est déjà 33% de la République. Ainsi s'achève la saison 2020 d'Hémiplégique. J'espère que mes vidéos vous donneront quelques arguments à opposer à votre tonton raciste et sexiste pour Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.